Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat, vous le savez maintenant, avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, un décryptage alternatif vu de l'Afrique, vu du Maroc. Et c'est sur le continent que je vous propose de rester, justement, direction l'Égypte, qui abrite la COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Sharm el-Sheikh. Que retenir de cette COP27, de sa déclaration finale? Peut-être d'abord l'urgence d'agir pour que l'objectif de plus 0,5 degrés reste du domaine du possible. Mais le dialogue entre pays riches et pays pauvres a-t-il abouti à des résultats concrets pour atteindre cet objectif? Des progrès ont certes été faits, mais les experts parlent plutôt de fractures, notamment sur l'un des points cruciaux des débats cette année, celui de la revendication des pays en développement, à savoir la création d'un mécanisme dédié pour financer les pertes et dommages déjà subis en raison des impacts du réchauffement. Le président de la conférence, Sameh Choukri, appelle, lui, à plus d'efforts pour une action climatique ambitieuse et inclusive. Alors, avec nous, pour en parler, depuis Sharm el-Sheikh, en Égypte, Khaled Temsamani, professeur à l'université Abdelmalek Saadi de Tétouan et membre du bureau exécutif de la Maison méditerranéenne du climat à Tanger. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Merci beaucoup, chère Nadia, pour cette invitation à participer à cette émission très intéressante, alternative. J'espère qu'on va pouvoir éclairer un peu l'ensemble des téléspectateurs de Midi 1 sur cette thématique. Avec plaisir. Alors, avant d'en venir aux conclusions de cette COP27, j'aimerais faire le point avec vous, Khaled Temsamani, sur les changements climatiques dans notre région. Où en sommes-nous exactement ? Oui, c'est une très très bonne question, Nadia. Écoutez, juste pour un peu l'ironie, la question posée en ce moment que j'aimerais la poser avec vous, est-ce que nous comptons continuer à vivre sur cette planète? Si oui, il faut qu'on agisse rapidement. Sinon, il faut qu'on aille chercher une autre planète où on pourra vivre, mais malheureusement, pas tout le monde pourra y aller. Donc, pour vous dire, vous l'avez dit dans votre introduction, et ça a été dit par Gutiérrez, nous sommes en ce moment sur un réchauffement global de la planète qui est aux alentours de 1,15 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'accord de Paris avait fixé comme objectif à la fin du siècle de rester dans les 1,5 degrés, eh bien, il reste pas beaucoup de temps et il reste pas beaucoup d'opportunités. La planète se réchauffe à cause de nous, à cause de nos émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, c'est pas nous qui polluons le plus. L'Afrique, vous venez d'en parler. Le taux global des émissions des GES de l'Afrique ne dépasse guère 4% par rapport au global. Et donc, mais par contre, on subit de plein fouet les effets des changements climatiques. Bien entendu, ce que nous sommes en train de voir, c'est quelque chose qui a été prédit par les scientifiques du GIEC. Ça, il faut que je le souligne, il y a quelques années de ça. Et encore une fois, dans le dernier rapport, le 6e rapport qui est sorti en juin dernier, c'est que nous sommes en train de vivre des événements climatiques extrêmes, mais en cascade. Vous allez voir des cyclones qui vont arriver en cascade, des phénomènes de sécheresse un peu partout, des inondations dans des endroits du monde. Et au Maroc, chez nous, on est en train de vivre une pénurie hydrique. C'est du jamais vu durant les 40 dernières années. Et ça, c'est des choses qui sont réelles. Ça a été prédit et on est en train de les vivre maintenant. Donc, en ce moment, la question qui est posée et qui est posée aux négociateurs surtout, pourquoi est-ce que ces processus sont très longs? Pour qu'on puisse prendre une décision, ça prend énormément de temps. Mais il faut que les gens sachent une chose très importante, c'est que ici à la COP, si vous prenez la toute petite île qui existe sur la planète Terre, je prends par exemple l'île Fidji ou l'île Kiribati, elle a exactement la même voix que les États-Unis dans les négociations. C'est exactement la même voix. Et donc, tout se fait par consensus. Et quand vous dites consensus dans les négociations climatiques, ça veut dire que ça va prendre du temps pour sortir avec une décision. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si vous permettez, on est en train, la présidence égyptienne est en train de parler de
comme quoi cette COP, c'est la COP de l'implémentation, de la mise en œuvre. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, grâce à la présidence égyptienne et à la présidence sortante de Glasgow, de l'Angleterre, on a pu ramener l'article 8, le point de l'article 8, qui sont les pertes et les dommages, aux négociations, sur la table des négociations. Ça a pris énormément de temps. Sachez qu'il y a eu des blocages, énormément de blocages, rien que pour décider de l'agenda le premier jour de la COP. Pourquoi? Parce que la question, les deux mots-clés, responsabilité et indemnisation, ce sont deux mots-clés que les pays développés qui polluent le plus. Maintenant, les pertes et dommages sont sur la table des négociations. Ça reste jusqu'à parfois 11 heures du soir, minuit, voire 1 heure du matin. Les gens sont en train de négocier. Pourquoi? C'est pour dire, est-ce que les pertes et dommages, maintenant qu'on est en train de les négocier, il faut qu'on trouve un mécanisme financier qui puisse véhiculer les finances, climat, pertes et dommages vers les pays qui sont les plus touchés. Alors, est-ce qu'il a été créé? Est-ce qu'il a été... Khalid Temsamani, est-ce qu'il a... Vous m'entendez? Est-ce que ce fonds dédié, est-ce que ce fonds, ce mécanisme dédié au pays? Non. Oui, écoutez, ce mécanisme, on est en train de parler à l'heure où je vous parle en ce moment, d'un processus qui va démarrer. Ce processus, on est en train de parler qu'il va prendre 2 ans. Donc, il va démarrer maintenant. Il va se réunir 2 fois par an. Pour la prochaine COP de l'année prochaine aux Émirats Arabes Unis, il va rapporter à la COP les résultats de ce mécanisme financier, la forme qu'il va prendre. Et jusqu'à la COP de 2024, que le résultat final va être déployé au niveau de la présidence de la COP pour dire voilà le format que ce mécanisme financier va prendre, mais pas avant 2 ans. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait 2 options. Soit la première option, c'était de créer un nouveau fonds, d'accord, dédié uniquement aux pertes et dommages, soit maintenir les fonds existants comme le fonds vert climat ou le fonds d'adaptation. Or, le problème, et il ne faut pas avoir la mémoire courte, pour le fonds vert climat, le jour où il a été mis en place, ça a pris 6 ans avant qu'il commence à délivrer des fonds pour les pays. Et on ne veut pas retomber sur le même problème. Alors, donc, on ne veut pas retomber. J'espère que dans les 2 ans... Oui, allez-y. On ne veut pas retomber dans le même problème. Vous dites, Khalid Temsamani, cette COP se veut être la COP de l'implémentation, un processus qui va durer au minimum 2 ans, pas avant 2024. Et pourtant, on parle d'urgence climatique. Cela fait des années que l'on parle d'urgence climatique. Est-ce qu'il faut, comme le disent certains scientifiques, demander aux sociétés d'entrer dans un état d'urgence climatique aujourd'hui, selon vous? Ben, écoutez, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on va rester sur cette planète ou pas? Donc, écoutez, l'urgence climatique veut dire que si une catastrophe naturelle ou due au climat arrive en ce moment, quelque part dans le monde, il faut aller en urgence à la secours de ces pays. Quand on vous détruit des infrastructures, ce sont des pertes économiques, mais il y a aussi les pertes non économiques qui ont été incluses dans la négociation ici à Sharm el-Sheikh. Donc, on parle des pertes non économiques, c'est-à-dire les pertes de terre, les déplacements des êtres humains, la migration climatique, les pertes en vie humaine, ça, ce sont aussi des pertes qui doivent être chiffrées. Et donc, c'est ce qui est en train d'être négocié. Mais le problème, c'est que malgré l'appel des scientifiques, la question ici, c'est le consensus toujours. On nous dit, oui, vous avez déjà des lignes financières, la Croix-Rouge internationale, vous avez des lignes financières dans des organismes multilatéraux, des banques multilatérales, des assurances de risque internationaux, etc. Mais ça, c'est pas suffisant. En ce moment, on est en train de parler de catastrophes qui touchent des pays, mais avec des sommes colossales. Ce qu'il faut différencier, ça c'est très important, entre le fonds d'adaptation, les fonds qui sont dédiés à l'adaptation, à la résilience, et les fonds de l'urgence des pertes et dommages. Les fonds de l'adaptation, c'est quelque chose qu'on est en train de faire à moyen et à long terme. Je vais construire un barrage ou construire des infrastructures pour minimiser l'effet des inondations sur les populations. Oui, c'est bien, mais lorsque quelque chose arrive maintenant, comment est-ce que je vais réagir? C'est ce que les pays en voie de développement qui subissent ces effets sont en train de demander et disent aux pays pollueurs de prendre leurs responsabilités, qu'il y ait une justice climatique. Le mot d'ordre ici, c'est la justice climatique. Et c'est ce que
Alors, dans ce contexte global, justement, de justice climatique, de changement climatique et de crise énergétique aussi, comment le Voilà. Maroc peut-il tirer son épingle du jeu, se démarquer, Khaled Msamani? Et ce sera notre dernière question. Oui, c'est une très très bonne question, Nadia. Écoutez, pour répondre à cette question, sachez qu'il y a un chiffre en tête. Chaque année, l'humanité émet 40 milliards de tonnes équivalent de CO2. 40 milliards. Et c'est cumulatif. C'est pas que ça se termine, ça se dissipe, puis ça, il y a d'autres 40 milliards vont revenir. Donc on est en train de cumuler des gaz à effet de serre autour de notre planète. C'est ce qui réchauffe notre planète. Et si on n'arrête pas ces émissions, avec l'utilisation de l'énergie fossile, ça ne va pas s'arrêter, on va droit vers le mur. C'est pour la politique d'aller vers des énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou bien l'éolienne, c'est vraiment un exemple à suivre dans la région africaine, nord-africaine, mais aussi dans le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message. Donc, cette politique-là va nous permettre à moyen et à long terme de devenir indépendants et avoir une autonomie en matière énergétique au Maroc. Mais vous voyez ce qui se passe en ce moment, c'est la course en Europe vers les pays non européens pour essayer des providers en matière d'énergie pour l'Europe. Et certains pays, je ne vais pas citer de nom, sont en train de courir vers le charbon, alors qu'à Glasgow, dans le Glasgow Climate Action Pact, un des articles disait qu'il faut la sortie graduelle du charbon. Et malheureusement, j'ai l'impression que certains pays nous font reculer, d'année en année, nous font reculer vers l'objectif qui a été émis par l'accord de Paris, malheureusement. Désolé d'être un peu pessimiste. Pessimiste, réaliste, telle est la question sur cette sensible question des changements climatiques avec des mots-clés. Merci beaucoup pour cette intervention, Khaled Msamani. Des mots-clés comme responsabilité, indemnisation, justice climatique. Et voilà, en attendant d'aller sur une autre planète, on va essayer de limiter les dégâts. Merci infiniment pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Abdelmalek Es-Saadi de Tétouan et membre du bureau exécutif de la Maison méditerranéenne du climat à Tanger. Merci infiniment. Merci Nadia, à très bientôt. Au revoir. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.